vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation à ce débat. Invitation de la Mutualité française, centre pour l'instant, mais qui changera bientôt, qui sera centre Val-de-Loire pour se mettre en conformité avec notre région administrative. Avant d'engager le débat, je souhaite rappeler quelles ont été les actions de la Mutualité française dans le cadre des élections de 2017. Elle a invité les candidats à la présidentielle à présenter leur programme en matière de santé et de protection sociale. L'événement a eu lieu le 21 février au Palais Brongniart à Paris. Et dans le même temps, la Mutualité mettait à disposition du public son site internet Place de la Santé, dans lequel étaient présentés les programmes des candidats. Les internautes étaient eux invités à apporter leurs commentaires et les questions qu'ils souhaitaient poser aux candidats. Régionalement, nous avons de notre côté invité nous les représentants des candidats à débattre à Blois le 23 mars. C'est devant le succès remporté par cette manifestation que nous avons imaginé reproduire l'action dans le cadre des élections législatives. De cette façon, et afin qu'aucun département ne soit lésé, nous avons décidé d'organiser le débat dans chacun des départements, dans une circonscription de chacun des départements. Alors, 3 débats ont déjà eu lieu. Le premier a eu lieu dans le Loiret à Courtenay, c'était le 18 mai. Le 20 mai a suivi à Issoudun, dans l'Indre. Le 23 dans le Cher, à Dun-sur-Oron. Aujourd'hui, nous faisons le 4e débat. Demain, ce sera le tour du Loir-et-Cher à la Motte-Beuvron. Et samedi, pour terminer, à Nogent-le-Rotrou, en Eure-et-Loire. Les sites n'ont pas été choisis au hasard. Ils correspondent à des zones où l'accès aux soins n'est pas des plus facilités, en particulier en raison de la désertification médicale. Ce sont des territoires où les citoyens sont en attente de réponses. Nous nous faisons aujourd'hui leur relais. Chacun d'entre vous sera invité à formuler un avis, à décrire des actions qu'il ou elle s'engage à mener dans le cas où il sera élu. Il ou elle sera élu, pardon. Afin de permettre à chacun de s'exprimer sur l'ensemble des points que nous avons imaginé traiter, je vous propose de vous donner successivement la parole en fonction de votre attribution électorale, des panneaux électoraux. Nous vous proposons de vous exprimer sur 3 thèmes: l'accès aux soins, la place des complémentaires santé dans le système de soins, et enfin la politique de prévention. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais inviter chacun et chacune d'entre vous à se présenter, son parcours très rapidement en 1 minute, 1 minute 30, et la bannière sous laquelle il ou elle se présente. Alors, Madame Gauthier-Brault n'étant pas arrivée, j'invite Monsieur De Croft à se présenter. Bonjour, donc je suis médecin généraliste, j'ai 59 ans, j'habite sur la circonscription au nord à Saint-Avertin. La problématique de désertification médicale est effectivement cruciale. J'aurais aimé que Madame Touraine s'exprime d'abord sur ce qu'elle a fait pendant son ministère, sur comment elle a, sinon résolu le problème, au moins commencé à trouver une solution. C'est quelque chose qui s'est installé sur 40 ans. Il se trouve que, avant d'être médecin généraliste, j'ai exercé pendant 15 ans la santé publique, dans différents ministères et à l'étranger. Et je peux vous dire que la question clé n'est jamais abordée. Si vous allez sur les statistiques de l'OCDE, vous trouverez que la moyenne des pays de l'OCDE consacre 33% des dépenses communes de santé aux soins de proximité. Pour la France, c'est 22%. Et vous avez tout compris. Si on ne donne pas les moyens aux soins de proximité, eh bien ils disparaissent. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ils sont en train de le faire, mais ça a commencé il y a fort longtemps. Madame Touraine n'est pas seule comptable de ce bilan. Mais il est vrai qu'on va toujours dans le même sens. Lors de vos derniers vœux, Madame Touraine, vous vous félicitiez d'avoir créé 31 000 postes à l'hôpital.
tant mieux pour l'hôpital. L'ennui, c'est que notre enveloppe de soins étant limitée, eh bien, ce sont des moyens qui ne se retrouvent pas dans les soins de proximité. Et les soignants, absolument désespérés de gagner mal leur vie et en faisant un nombre d'heures incroyable, un médecin doit travailler 2 fois plus qu'un pharmacien pour gagner 2 fois moins, si vous voulez, n'a pas les moyens d'embaucher du personnel. Un médecin anglais embauche 6 équivalents temps plein pour travailler avec lui. En France, c'est 0,3, soit 20 fois moins. Eh bien, les jeunes médecins ne veulent plus travailler dans ces conditions et donc ils ne s'installent plus dans les campagnes. Si vous permettez. Merci. Alors, monsieur Lebert. Oui, donc je suis Ronan Lebert, j'ai 41 ans, je suis cheminot et adjoint à la mairie de Saint-Pierre-des-Corps aux affaires sociales, à la santé et au logement. En termes de santé, j'ai donc en charge le centre municipal de santé, un centre de santé pluridisciplinaire, qui se veut pluridisciplinaire. Nous luttons au quotidien contre le manque de médecins. On en veut pour preuve que sur Saint-Pierre-des-Corps, nous allons embaucher à la mi-août un médecin qui sera salarié pour faire front à ce manque de médecins. Nous, on a différents projets pour le Parti communiste de santé, c'est mettre fin à cette pénurie organisée sur les GHT, ce qui a été mis en solde par la loi Bachelot et la loi dite Touraine. Pardon, c'est pas que je veux... Là, je vous demandais juste une... D'accord, ok. Il faut commencer puisque monsieur avait... C'est vrai que... Mais essayez de faire votre présentation, juste ma présentation brève. Je dans la continuerai suite. par la suite, Voilà. donc voilà, je m'arrête là. Madame Pelletier. Alors Marie-Agnès Pelletier, alors moi je ne suis pas du tout dans le domaine des soins, mais je suis agricultrice à Bossé-sur-Claise, donc ici j'y vis depuis 37 ans. Et donc je suis aussi utilisatrice des soins de proximité. Et donc effectivement, dans notre région, on peut dire qu'on a souvent essayé de faire avec. C'est-à-dire qu'on est habitué à cette incertitude, mais il faut quand même apporter des remèdes quelque part. Parce que tant qu'on est jeune et qu'on puisse prendre notre voiture et se rendre dans les lieux de santé qui sont à notre disposition, c'est bien. Mais il y a toute une population qui... Moi-même, je commence à vieillir aussi et il faut absolument que les gens qui sont implantés sur ce secteur puissent finalement trouver des espaces de soins parce que sinon ils vont partir et nos campagnes sont déjà, on a dit que cette région de Pouilly-sur-Claise est déjà... c'est pas très, la population n'est pas très présente. Ça sera encore moins si on ôte la santé, si on ôte les services publics, si on ôte des gens nombreux, actifs sur notre région. Donc je veux m'y employer pour, en étant de la base, œuvrer pour ce domaine-là. Et donc je me présente sous la bannière Europe Écologie Les Verts. Voilà. Madame. Bonjour à tous et à toutes. Je salue particulièrement monsieur le maire de Ligueuil, monsieur le maire de Preuilly, d'ailleurs je devrais dire le contraire, monsieur le maire de Pouilly-sur-Claise, monsieur le maire de Ligueuil, merci de nous accueillir. Je suis Sophie Oconi, je suis déléguée métropolitaine, ex-députée européenne, où j'ai œuvré au sein de la commission environnement, santé publique, sécurité alimentaire, entre autres, et sur la cohésion sociale en termes de politique de fonds structurels européens. Je suis aujourd'hui gouverneur au Conseil mondial de l'eau. Je suis par ailleurs mère de 4 garçons issus de la société civile, puisque je suis profession libérale sur le territoire. Et voilà, c'est une présentation et on parlera après. Très bien. Madame Touraine. Madame la ministre, pardon. Bien, donc moi, Marie-Sol Touraine, j'ai été ministre des Affaires sociales et de la Santé au cours des 5 dernières années et j'ai eu, dans le cadre de ces fonctions, mais aussi dans le cadre de mon ancrage territorial, à travailler avec l'ensemble des communes de cette circonscription et en particulier de la Touraine du Sud.
Et c'est en travaillant avec le maire de Preuilly, le maire de Bigueuil, le maire de Bossé, le maire de Saint-Flovier, de Descartes, au-delà des étiquettes politiques, je dois le dire, en travaillant avec tous ceux qui, en tout cas, avaient un intérêt pour ce territoire, à mettre en place une offre de soins de proximité. Il me semble que nous sommes dans un département, en tout cas dans une partie de département, dans lequel la priorité, elle passe par deux grandes orientations. La consolidation de l'hôpital de proximité, en lien avec l'hôpital de Tours, bien entendu, et ensuite la consolidation de la médecine de proximité à travers des maisons pluriprofessionnelles de santé, parce que la médecine de demain, ça ne ressemble pas à la médecine d'il y a 20 ans. Le médecin isolé dans son cabinet, ça n'est pas ce que souhaitent les professionnels aujourd'hui. Et donc, nous avons travaillé et nous devons continuer à travailler à la mise en place de centres ou de maisons pluriprofessionnelles de santé dans les territoires urbains comme dans les territoires ruraux. Et pas plus tard que hier, je visitais d'ailleurs une nouvelle fois l'une des maisons emblématiques de la Touraine du Sud, la maison pluriprofessionnelle de Vigueuil, qui répond à des besoins importants grâce à la télémédecine notamment, mais on y reviendra. Alors, merci. Madame Pinson, qui représente Monsieur Angenot. Je suis Anne Pinson, je viens ici pour représenter Monsieur Marc Angenot, qui est retenu par ailleurs sur Paris. Donc je tiens à l'excuser tout particulièrement. Effectivement, la santé, nous pouvons dire que c'est au centre des préoccupations de chacun, puisque quand on a un problème de santé, c'est à ce moment-là que l'on réclame des soins de proximité, une attention, et tout particulièrement, on a besoin d'avoir, par les regroupements des maisons de santé pluridisciplinaires, d'y trouver le réconfort et le professionnalisme qui existe. Nous savons que, évidemment, nous sommes en pénurie de médecins, mais le fait de regrouper dans des maisons, ils vont permettre d'aller au plus près des malades. Maintenant, moi je dirais qu'il faut également trouver des solutions pour aller chercher les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, ou trouver des solutions pour faire que les gens qui sont le plus éloignés de cette proximité par les maisons de santé pluridisciplinaires puissent trouver un accueil par le transport également, parce que là on parle de la médecine en tant que telle, mais on peut aussi également parler du transport et parler de la proximité par les personnes qui sont près des médecins, près des infirmières, et trouver des coordonnateurs aussi, parce que c'est aussi par les coordonnateurs qu'on pourra approcher les personnes qui sont éloignées des soignants. Merci à tous. Alors, bon, je pense qu'on est bien parti, chacun a bien respecté l'autre dans l'intervention, ça me convient parfaitement. Je vous suggère qu'on continue de cette façon-là dans les contributions des uns et des autres, et qu'à l'issue de ces contributions, on puisse donner la parole au public qui pourra éventuellement poser des questions supplémentaires. Est-ce que cela vous convient ? Parfait. Alors, on est déjà entré dans le débat, j'ai l'impression, parce qu'on a parlé d'accès aux soins. Moi, j'aimerais avoir votre position et, le cas échéant, vos propositions sur les solutions à apporter pour résoudre le problème des déserts médicaux. Je rappelle que là, nous sommes sur un territoire qui est particulièrement, quand même, assez défavorisé, Preuilly-Yzeure. 3 médecins pour l'ensemble du secteur, c'est 3 médecins généralistes seulement pour l'ensemble de ce secteur. C'est vraiment un endroit qui est relativement pauvre. Donc je donne la parole. Est-ce qu'on continue dans le même sens, c'est-à-dire du coup c'est Madame Pinson qui commence, puisque c'est Monsieur Angenot qui était... Je vous en prie. Bien. Alors pour répondre à cette question sur les déserts médicaux,
effectivement, c'est une grande préoccupation des élus locaux que de trouver une réponse qui soit la plus proche des personnes qui vivent encore dans ces communes. Parce qu'une commune rurale, c'est une commune qui a connu ses heures de gloire, si on peut dire, avec des populations qui étaient supérieures à ce qu'elles représentent actuellement. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut qu'on délaisse complètement le rural et que l'on abandonne les personnes qui y vivent encore, notamment donc en s'approchant par les maisons de santé et, je vais encore le dire, par une volonté politique d'accessibilité. Parce que sans l'accessibilité, une maison de santé reste un peu solitaire dans son coin. Et on comprend bien que les professionnels de santé, quand ils sont tous ensemble, sont beaucoup plus forts parce qu'on sait qu'ils rencontrent des cas quelquefois compliqués et quand ils peuvent échanger avec un confrère ou avoir une infirmière sur place, évidemment, il y a une réponse qui peut être beaucoup plus rapide. Voilà. Monsieur Levert, je vais vous demander juste d'être assez concis les uns et les autres, de façon à ce qu'on puisse aller effectivement au bout de notre débat. Monsieur Levert. Alors pour notre part, sur la partie lutte contre la désertification médicale, ça tient, je pense, en 2 points principaux. Ça va être dans un premier temps de lutter contre les GHT qui ont appauvri les territoires en complexe hospitalier pour regrouper sur des gros centres, alors qu'auparavant dans des zones très, très larges, on avait le moyen d'avoir des petites unités qui pouvaient offrir des soins d'urgence et d'autres soins. Et puis également favoriser l'installation de nouveaux médecins. Alors j'entends bien l'installation de maisons de santé qui bien souvent sont financées par les pouvoirs publics. Et derrière, on installe des professions libérales qui vont à leur gré venir ou pas. On a déjà eu le cas sur de plusieurs sites sur la région. À cela, nous on oppose les centres de santé pluridisciplinaires qui vont pouvoir accueillir des médecins qui peuvent être salariés, puisqu'on sait aujourd'hui que sur les médecins qui vont partir à la retraite, enfin les médecins qui ont plus de 50 ans, représentent 70% de la profession. Et dans les médecins qui s'installent, il n'y aurait que 10% des médecins qui s'installent en libéral, les autres souhaitant des installations en poste de salariés. Je pense que ça, c'est une réponse que l'on peut apporter au territoire pour permettre l'installation, tout en offrant bien évidemment dans la continuité, mais là on dépasse la santé, des infrastructures pour permettre à ces personnes de s'installer en milieu rural. Merci. Monsieur Decrotte, du coup j'ai sauté un... Excusez-moi. Une règle fluctuante. Bien, non. dans notre parti Debout la France s'intéresse pas seulement sur l'aspect de soins de proximité, mais sur l'ensemble de ce qui est disponible en rural. C'est clair que jamais on persuadera un médecin de venir s'installer si il n'y a pas de transport, il n'y a plus de service public, il n'y a pas de commerce, et si son conjoint n'a aucune chance de trouver un travail. Donc arrêter de délaisser nos campagnes pour d'une part y garantir un minimum en termes de services publics, mais le développer par exemple par le haut débit, c'est absolument indispensable. On ne va pas aller voir des médecins libéraux et leur dire c'est vous qui allez faire le service public et vous êtes libéraux et on vous donnera pour ce faire 3 fois moins que ce qu'on donne à l'hôpital, bien sûr. Donc les maisons de santé pluridisciplinaires, tout le monde a cette solution à la bouche, non pas qu'elle soit mauvaise, mon syndicat MG France le promeut depuis fort longtemps, mais si c'était la solution miracle, eh bien on cesserait d'en parler et le problème serait réglé. Non, ça ne l'est pas parce que d'une part elle génère des frais de fonctionnement extrêmement importants et malgré un règlement arbitral puis une subvention de fonctionnement, cela reste lourd à la charge des médecins au point que des maisons de santé pluridisciplinaires, parfois un médecin s'en va, on n'arrive pas à trouver le successeur. Donc c'est bien sûr un des outils, ça ne peut pas être le seul, d'une part il y a un contexte, et puis de toute façon on ne peut pas éluder la question du financement. Chez nous, l'hôpital consomme 39% des dépenses communes de santé, alors que la moyenne de l'OCDE c'est 29%, c'est-à-dire
il y a 20 milliards de plus à l'hôpital que dans la moyenne des autres pays, alors que parallèlement, eh bien, la médecine, les soins de proximité manquent de 20 milliards si on la mettait à la moyenne des pays de l'OCDE. Donc la question c'est est-ce qu'on continue dans cette voie? Moi quand je vois le programme de M. Macron, un plan de 5 milliards pour l'hôpital, je n'entends absolument rien parler pour les soins de proximité. Il est clair qu'on continue. La même voie, c'est concentrer encore les moyens sur l'hôpital. Le chef de cabinet de Madame la Ministre nous vient du MANIS qui sont les assurances privées de santé, c'est-à-dire qu'il prévoit que, comme l'avait annoncé imprudemment M. Fillon, la sécurité sociale va se recentrer sur le gros risque, l'hôpital, et les soins de proximité seront pour les mutuelles, ce qui peut-être vous correspond à vos souhaits, mais je ne crois pas que ce soit les souhaits de la population. Donc méfions-nous, nous allons dans une direction où nous allons creuser l'ornière qui est creusée depuis 40 ans. Et ce que vous voyez aujourd'hui, non, il ne manque pas de médecins, madame, on en fait plus qu'avant, mais simplement aux conditions qu'on leur donne, ils ne veulent pas s'installer. Ils préfèrent effectivement être salariés, mais sachez monsieur que salarié, eh bien ça coûte 3 fois plus cher qu'un libéral, parce que la commune, monsieur, c'est un domaine où je connais un petit peu, n'est-ce pas? La commune se retrouve à payer, pas seulement les murs, le chauffage, etc., mais le secrétariat, les infirmières. Et quand à la fin de l'année, on compte ce que l'assurance maladie a donné pour les soins, eh bien ça ne fait qu'un tiers du budget. Donc si on va dans cette direction, eh bien ça va coûter beaucoup plus cher et on ne pourra pas aussi largement servir l'hôpital, le médicament et les mutuelles, bien sûr. Merci. Madame Pelletier. Les sous, mais voilà. Les maisons pluridisciplinaires, c'est indispensable, effectivement. Qu'il y ait un panel de soignants sur ces maisons, c'est indispensable. Il faut des docteurs, mais aussi il faut des infirmiers, des infirmières, il faut des sages-femmes aussi, parce que les jeunes femmes qui sont, eh bien, ont ce service de proximité, c'est quand même quelque chose qu'elles apprécient. Et puis aussi, il faut, nous on est les soignés quelque part, mais les soignants aussi ont droit, effectivement, on se rend compte que la profession médicale est assez féminine quelque part, et donc c'est parfois des personnes qui ne veulent pas forcément travailler à plein temps. Et le fait d'être dans une maison médicale et qu'il y ait plusieurs docteurs, on sécurise un petit peu et les soignants et les soignés. Parce que va y avoir des ponts, va y avoir un petit peu plus de dialogue. Et on va pouvoir aussi mutualiser tout ce qui est secrétariat, administration et ce qui est important aussi. Et on comprend aussi que les docteurs qui sont, c'était nos anciens docteurs qui étaient médecins de famille et qui étaient voués corps et âme à la population, ce modèle-là, on ne peut pas le garder non plus. Donc effectivement, au niveau financement, quand on est dans une population où il y a une grosse concentration de population, on va avoir plus de moyens. Ici, c'est sûr qu'on aura moins de moyens, mais je pense qu'il faut mettre des leviers pour qu'il y ait encore de l'activité, qu'il y ait des enfants dans les écoles, qu'il y ait des exploitations nombreuses sur un territoire. Il faut faire vivre le territoire et quelque part la santé va suivre. Parce que les soignants, ils ne veulent pas venir non plus dans un désert médical, ni un désert tout court. Et donc, ils ont aussi des enfants à mettre à l'école, ils ont aussi un conjoint à trouver de l'emploi sur un secteur aussi. Madame Ocoli. Oui, alors beaucoup de choses ont été dites auxquelles forcément on adhère tous avec nos sensibilités, mais beaucoup de choses ont été dites. Moi, je voudrais juste dire 2 choses. La première, c'est que depuis mon mandat, mes 5 ans de mandat et puis ma campagne aujourd'hui, je parcours ce territoire et j'entends la désespérance du monde médical qui est surchargé de travail parce qu'il y a effectivement désertification médicale. J'entends aussi la désespérance des patients parce qu'au-delà du fait de faire des dizaines et des dizaines de kilomètres pour trouver un médecin généraliste qui est souvent surchargé,
Il y a par ailleurs des délais d'obtention de rendez-vous pour certains spécialistes qui sont à regarder avec beaucoup d'attention. Pour prendre un rendez-vous chez un ophtalmo, à partir d'ici, Preuilly, on a 110 jours d'attente de délai entre le moment où on appelle et le moment où on obtient un rendez-vous. Je l'ai fait, j'ai appelé des ophtalmos et on n'arrive pas à obtenir de rendez-vous très rapide avec l'ophtalmo, y compris à l'hôpital de Loches, y compris à l'hôpital de l'agglomération. Donc c'est un vrai sujet que de mesurer cette désespérance des patients. Et puis j'entends la désespérance des élus, parce que qui les citoyens vont voir lorsqu'ils se retrouvent dans cette situation? C'est évidemment les maires qui doivent trouver des réponses aux administrés difficiles, on l'a vu tous ensemble. Ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est celui que vous avez très bien indiqué, Monsieur De Cropp, c'est qu'aujourd'hui en France, on forme des médecins. Nous avons plus de médecins aujourd'hui que le reste, enfin que chacun des États membres de l'Union européenne quand on compare le nombre d'habitants au nombre de médecins formés. Donc nous avons des médecins, sauf qu'il y a un déséquilibre territorial dans leur installation. Vous avez sur Paris, sur la région de la Côte d'Azur, sur le littoral de l'Atlantique et sur certaines villes un peu attractives, entre 8 et 10 médecins pour 1000 habitants. Et vous avez sur des secteurs comme le nôtre, entre 2 et 3 médecins pour 1000 habitants. Il y a un vrai déséquilibre territorial, une vraie fracture territoriale, c'est une réalité. Donc comment gérer ce problème-là? À mon avis, et je serais ravie d'entendre à la fois le médecin et puis Madame ex-ministre de la Santé sur ce sujet. Il faut qu'on ait une politique de la santé ambitieuse et courageuse sur cette thématique-là. Parce qu'il faut qu'on arrive à trouver le moyen de faire en sorte que on ne puisse plus s'installer quand on est médecin, par exemple, sur des secteurs qui sont déjà en surreprésentation médicale. Qu'un médecin ne s'installe, par exemple, sur la région parisienne surdotée qu'à la condition express qu'un s'en aille pour déménagement ou part à la retraite. Enfin, je veux dire qu'il y a un moment où il faudra qu'on ait enfin une politique ambitieuse et courageuse sur cette thématique-là. Ça me semble être un vrai sujet. Et le dernier sujet dont je voudrais parler, c'est la couverture du haut débit. Moi, je vais souvent en Afrique et je vous assure que il est plus facile d'obtenir du réseau Internet en Afrique que sur certains secteurs du Lochois. Enfin, et je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on en soit toujours à une couverture aussi mineure. On demande, on est en train de regarder sur le télémédecin, la télémédecine. C'est effectivement une innovation sur laquelle il faudra beaucoup travailler, mais que dire de ce problème-là quand on est sur des zones aussi pauvres en termes de couverture numérique? Et là, je regrette un peu que cette politique-là n'ait pas été plus ambitieuse de la part des élus en poste sur des fonctions qui leur permettaient d'obtenir des choses par rapport aux opérateurs qui se font tirer l'oreille pour venir ici. Merci. Moi d'abord, je me réjouis de voir que tout le monde soutient les maisons pluriprofessionnelles de santé. Ça a été un des axes forts de l'action que j'ai portée depuis 5 ans. Cela fait consensus, c'est formidable et comme nous proposons de poursuivre dans ce sens-là, je pense que chacun s'associera à cette démarche très concrètement dans ce territoire. Je l'ai dit tout à l'heure, ce sont 6 maisons pluriprofessionnelles qui se sont implantées. Il y en a eu 13 sur le département, 1200 au niveau national et c'est vrai que nous travaillons avec les élus du canton canton de Preuilly, de la ville de Preuilly, notamment le maire, à trouver une installation pour Preuilly qui réponde aux besoins de ce territoire. Deuxième chose, des actions ont été portées parce qu'effectivement il faut attirer les professionnels, les faire venir, parce que nous formons des médecins. Et les faire venir, c'est quoi? C'est leur proposer des stages. Aujourd'hui, les stages en médecine générale, en médecine libérale et dans les secteurs ruraux sont largement pratiqués. Ils sont obligatoires
pour les étudiants. Hier, à Ligueuil, j'ai croisé une jeune interne qui faisait un stage dans cette maison de santé. Deuxièmement, nous proposons des bourses aux étudiants pour qu'ils soient soutenus pendant leurs études et qu'ensuite, eh bien, ils viennent s'installer dans des territoires où on a besoin de professionnels. Je crois que cette politique-là doit être poursuivie et amplifiée. Ensuite, ça fait venir des médecins généralistes c'est ce dont nous avons besoin. Et concrètement, sur ce territoire de la Touraine du Sud, je ne vous ai pas interrompu, monsieur, si vous voulez bien, je voudrais m'exprimer. Eh bien, au cours des années passées, sur ce territoire de la Touraine du Sud, 19 médecins généralistes se sont installés, 14 médecins sont partis à la retraite. Le solde est donc positif, même si nous avons encore besoin de faire venir des professionnels. L'hôpital de Loches a été conforté, on peut avoir des discours généraux si on le souhaite, mais des ressources particulières au-delà des dispositifs législatifs ont été apportées à l'hôpital de Loches, puisque nous parlons de ce territoire-là, concrètement pour garantir le lien entre la médecine générale et la médecine hospitalière, puisqu'il faut évidemment avoir un lien. Et puis, je termine en disant, ça rejoindra la question sur le haut débit, très haut débit, que je crois à la télémédecine. Et la télémédecine a été déployée, il faut aller au-delà. Je citais Ligueuil, je reprends cet exemple puisque j'y étais hier, où il y a des examens ophtalmologiques réalisés en lien avec le CHU de Tours. Je rassure Madame Oconi, même si ça n'est pas suffisant, un nouvel ophtalmo va venir s'installer à l'hôpital de Loches et un centre ophtalmologique devrait s'installer dans l'agglomération Tours-Angèle pour apporter une réponse à cela. Mais la télémédecine, c'est important, ça suppose du haut débit. L'État, la région et de façon plus limitée mais réelle le département ont apporté des ressources. Aujourd'hui, le plan haut débit est financé. Ce qui bloque, ce n'est pas les pouvoirs publics, ce qui bloque, ce sont les opérateurs qui n'arrivent pas à faire face à la demande de déploiement de ces dispositifs. Et donc je crois que nous avons là un ensemble de mesures parce que, et je termine, ceux qui imaginent qu'il y a la solution pour lutter contre la désertification médicale se trompent, c'est un ensemble de mesures. Et parmi cet ensemble de mesures, je retiens la suggestion d'avoir des centres avec des médecins salariés, parce que je crois que c'est une proposition parmi d'autres, y compris pour des territoires ruraux, pas seulement pour les territoires urbains. Après tout, s'il y a des centres financés et qui peuvent même, je pense, être financés par l'État, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, c'est une proposition, en tout cas, que je mets sur la table. Merci. Bon, on a soulevé une question qui met en cause pas mal de financement public. Je voudrais maintenant, quelque part indirectement, ça concerne les ménages aussi, ce financement public, mais je vais m'attacher maintenant au financement, aux finances des ménages. À travers une question... Excusez-moi. Madame Touraine, à qui vous donnez la parole en dernier dans cet ordre de préséance, n'est-ce pas, a évoqué plusieurs questions auxquelles je trouve important de répondre. Et si après il se trouve que c'est tout à fait dans mes compétences et elle dit des choses qui ont besoin d'être dans les compétences de tout le monde. Oui, madame, mais si vous voulez, si vous me permettez, j'ai 40 ans de médecine, 10 ans de bourse et 15 15 ans de santé si vous me permettez, et 15 ans de santé publique. Donc, si vous voulez, Ça ne peut pas savoir surtout non plus. Hein. cet ordre que vous donnez permet à madame Touraine d'affirmer des choses qui ne sont pas exactes, qui ne sont pas à la bonne place en termes de priorité. Et vous ne permettez pas de répondre derrière. Je conteste cette manière de conduire le débat. Comme s'il s'agissait de lui faciliter alors, la tâche. absolument pas du tout. C'est pas la, Alors, c'est vous pas allez donc me permettre de répondre sur les faciliter. 4 Si vous me points que permettez, madame... c'est moi qui anime cette rencontre, si vous permettez.
l'objet n'est pas d'engager une discussion Non, entre, non, monsieur, entre les candidats quand les une uns et les autres. affirmation est faite, les mais- autres peuvent y répondre. Alors vous y répondrez à Alors travers dites-moi à quel moment. Après, dans les questions auxquelles vous ne répondrez pas, qui seront posées par la mutualité éventuellement, mais ça ne donnera pas des réponses à l'ensemble des questions qu'on a préparées nous. Ça fait pas un débat, votre affaire. J'ai pas dit qu'on était sur un débat, j'ai dit qu'on était sur une rencontre et que C'est dommage, on commençait à aborder que les les, problèmes. que les gens attendent des réponses. Et Oui, justement. les réponses, c'est des On s'en réponses approchait. que vous devez apporter dans vos propositions. À C'est condition ça que ce qui nous intéresse. Vous nous laissiez les exposer. Alors, On est en train de bouffer du temps. Là. Oui, exactement. Je parlais donc des finances des ménages. Un certain nombre de dépenses de santé engagent des restes à charge importants pour les ménages. Vous imaginez à quoi je peux penser, mais pas seulement l'optique et le dentaire, il y a aussi des dépassements d'honoraires qui sont parfois outranciers. Que préconisez-vous en matière de réduction de reste à charge des ménages? Madame Pinson. Eh bien, effectivement, en tant que vice-présidente en charge du Centre intercommunal d'action sociale, il n'est pas rare d'avoir des demandes d'aide pour régler soit un appareil dentaire, un appareil auditif, un dépassement d'honoraires qui quelquefois malheureusement va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et nous répondons, nous en tant qu'élus lochois, par une aide pour que les personnes qui ont des problèmes d'appareil dentaire, et on sait qu'après, quand on a un problème de dents et on a après, ça engendre des problèmes digestifs, infectieux, etc., etc., on sait très bien qu'on ne peut pas rester sans ces soins, qui sont des soins d'urgence. Si je peux me pour ma permettre, part. est-ce que ça veut dire que la réponse, elle doit passer par l'action sociale des collectivités territoriales? Ben, disons que pour l'instant, comme il n'y a pas d'autre réponse, c'est actuellement le Centre intercommunal d'action sociale qui répond en partie, je dis bien en partie seulement, sur l'aide qu'on peut Donc, apporter aux soins. quelle préconisation? Alors les préconisations, il faut inciter les personnes à venir tôt rencontrer les dentistes. Et si on vient tôt rencontrer le dentiste, on peut rapidement traiter des problèmes de caries, etc. Je dis ça, mais ça peut être également sur l'audition, ça peut également porter sur la vue, enfin bon, etc. Il faut arriver à intervenir tôt. Et si on arrive à intervenir tôt et que l'on va payer, rembourser, je dirais, la consultation et rembourser rapidement un soin dentaire qui sera une carie, etc., on aura beaucoup plus de réponses et beaucoup plus de personnes qui pourront avoir accès. Mais même aussi en milieu scolaire, je dirais. C'est à ce moment-là qu'il faut sensibiliser les enfants. On y viendra plus et tard. après, Prévention, voilà. si j'ai bien compris. Prévention. Monsieur De Crotte. D'abord, je tiens à faire savoir, je suis en secteur 1 et j'aimerais que la sécurité sociale finance les actes de soins à un niveau qui est soutenable pour les professionnels. Quand elle ne le fait pas, elle ouvre effectivement la voie parce que les cliniques privées seraient dans l'incapacité de fonctionner au tarif de la sécurité sociale. Donc, ou on les ferme, et auquel cas c'est l'hôpital qui finalement regroupe toutes les activités de soins de deuxième niveau, ou bien on leur donne les moyens de fonctionner. Donc la première question, elle est simple, ou la sécurité sociale paye et elle est en droit d'exiger quelque chose en face, ou bien elle fait semblant de payer, et ben c'est les patients qui sont mis à contribution, ce que je regrette. La deuxième chose, c'est que notre syndicat propose, au-delà des maisons de santé pluriprofessionnelles, dont il faisait la promotion Madame Touraine bien avant que vous arriviez au ministère, propose que le premier recours soit exonéré du ticket modérateur, c'est-à-dire que l'ensemble des soins soit pris en charge par la sécurité sociale. Cela permettrait des innovations intéressantes, comme cela se pratique en Angleterre, où les cabinets de médecine générale
se font payer de façon forfaitaire les dépenses de santé en fonction du nombre de personnes inscrites, tout ça débité en tranches mensuelles. Cela leur permet d'embaucher du personnel, puisque comme je le disais, il y a 6 personnes ETP qui travaillent autour d'eux, alors que nous c'est 0,3, 20 fois moins. Donc je suis pour que la sécurité sociale change un peu, et surtout que le ministère et que ceux qui nous gouvernent changent d'orientation. On arrête de tout regrouper à l'hôpital pour déshabiller les campagnes, les soins de proximité, parce que ce n'est pas un problème de nombre de médecins, mais quand on ne les paye pas, eh bien on ne les a pas. Ils préfèrent être salariés. Est-ce que dans le premier recours, vous incluez les soins conservateurs dentaires? Absolument. Non, c'était juste pour préciser. Absolument. Pardon, monsieur Lebert, excusez-moi. Bien, concernant le reste à charge pour l'ensemble des ménages, pour moi ce qui est une évidence, c'est d'arrêter les dépassements d'honoraires. Aujourd'hui, alors quand j'entends dire que les cliniques ont du mal à vivre, et que par la même occasion on apprend, alors j'ai eu des chiffres pour 2008, mais bon, ça a évolué dans le mauvais sens à mon avis depuis, qu'il y a des reversions de 200 millions d'euros pour des groupes de cliniques, donc 200 millions de bénéfices aux actionnaires, de l'argent qui a été pris sur la sécurité sociale. Ça, je trouve ça assez intolérable, et pour moi ça équivaut à du hold-up. Donc, comme d'une part, ce que je disais, c'est arrêter les dépassements d'honoraires. On a aussi proposé la création d'un pôle public du médicament, car par exemple, pour ne citer qu'une marque, Sanofi, qui sur ces dernières années a eu un crédit d'impôt compétitivité de 150 millions d'euros, et qui supprime 5 millions de salariés, et qui pratiquent des prix bien trop forts et qui déséquilibrent du coup le compte de la sécurité sociale. Ça, je pense que c'est des points sur lesquels on peut appuyer pour justement que ce reste à charge soit restreint et même nul, puisque nous on propose un remboursement global de la médecine à 100% par la sécurité sociale, comme c'était prévu par Ambroise Croizat en 1946. Merci. Madame Pelletier. Donc effectivement, moi je vais dans le sens aussi où il faut que ce soit le régime général qui prenne le maximum des soins des personnes malades. Parce que effectivement, on a besoin de soins, on a besoin de prothèses auditives, lunettes, etc. Et il faut absolument que ce ne soit pas une histoire de moyens financiers. Il faut que chacun, parce que finalement, la population française a mis en place le côté mutuel. Et donc, la mutualité, c'était pour que tout le monde bénéficie d'un apport, d'un confort, de choses qui n'étaient pas simplement réservées qu'à une tranche de population. Et donc, effectivement, il ne faut surtout pas... parce que si on a les moyens, on va avoir une complémentaire et ce sera plus simple. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, je pense que c'est ce système mutualiste qu'il faut développer. Et donc, il y a eu des scissions avec l'histoire des mutuelles, mais moi je parle un petit peu de la mutualité sociale agricole. Bon, après, on n'est pas... mais quelque part, il y avait ce conseil de délégués locaux et qui était capable de remonter à des instances plus hautes des problèmes de base, des problèmes locaux. Et donc, par exemple, pour les agriculteurs, moi, quand j'ai eu mes enfants, il n'y avait pas d'arrêt maternité. Maintenant, il y en a. Donc, on ne peut que s'en féliciter. La particularité de la MSA, c'est qu'elle gère à la fois le régime obligatoire et le régime oui, voilà. Mais bon, la mutualité, d'une façon aussi, dans le mot mutuel, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a cette notion de partage et de soins pour tous. Madame Quand on arrive à la fin, beaucoup de choses ont été dites, donc je ne vais pas être redondante dans ce qui a été présenté. Je pense que dans un premier temps, la prévention est un axe qui doit être prioritaire. On y viendra en dernier point de la matinée, si vous voulez bien. D'accord, mais dans le cadre de tous les problèmes dentaires, notamment, dans les problèmes de vision également, on a aujourd'hui une utilisation par exemple de l'informatique
à outrance, sans aucune protection, qui fait qu'aujourd'hui de plus en plus nos enfants et de plus en plus tôt ont besoin de porter des lunettes de vue. La société descendant cette fameuse société descendant est une réalité. On a aujourd'hui de plus en plus de citoyens français qui n'ont plus les moyens d'aller chez le dentiste parce qu'effectivement le reste à charge pour eux est important. Moi je porte des... Quelle préconisation? Elles ont été données pour la plupart. Il faut effectivement que le régime général permette de rembourser de mieux en mieux tous ces soins. Moi j'ai des prothèses auditives, je suis consciente de la chance que j'ai et du privilège que j'ai d'avoir pu m'équiper de ce confort auquel tout le monde devrait avoir droit, compte tenu du prix et du taux de remboursement aujourd'hui et du reste à charge également, même quand on a une complémentaire, il y a évidemment des choses à faire sur le fond, c'est-à-dire quelle relation on doit avoir avec tous ceux qui fournissent ces équipements médicaux pour faire en sorte que ce soit accessible à chacun. Vous savez, l'action sociale, évidemment que c'est la solution. Les centres d'action sociale qui vont permettre à des personnes particulièrement défavorisées d'avoir accès à un certain nombre de soins et pour lesquels ils vont pouvoir payer le reste à charge. Pour autant, il ne vous a pas échappé combien les dotations suite à la politique gouvernementale, la dotation aux collectivités territoriales a baissé. Et donc l'action sociale n'est pas un robinet qui est sans fin, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a un vrai sujet. Et je voulais dire une troisième chose, mais ça m'a échappé. Écoutez, moi je regrette que la candidate de la cohabitation à droite n'apporte pas de propositions plus concrètes et ne marque pas un chemin. On pourrait être en accord, en désaccord, mais ne marque pas un chemin. Le reste à charge est une préoccupation de la mutualité. Je dois dire que c'est un des sujets sur lesquels, en tant que ministre, j'ai bien travaillé avec la mutualité. La question du reste à charge est une question essentielle, mais il faut d'abord rappeler que depuis 5 ans, le reste à charge, c'est-à-dire, pour parler comme tous les Français, ce que les Français doivent sortir de leur poche et qui ne leur est pas remboursé pour leur santé, ce reste à charge a baissé. Et ce qui est remboursé par la sécurité sociale, globalement, a augmenté. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE. L'OCDE qui met la France, et de très loin, en première position pour ce qui est de la qualité des remboursements. Cela dit, la situation n'est pas totalement satisfaisante puisque, en gros, on est bien remboursé pour le médecin généraliste, on est à peu près bien remboursé pour un certain nombre d'actes, mais le dentiste, les lunettes en particulier, les prothèses auditives, cela n'est pas satisfaisant. Cela n'est pas satisfaisant. Et donc, à partir de là, que faut-il faire? La première chose, c'est aller plus loin dans ce qui a commencé à être engagé, c'est-à-dire mettre en place des tarifs spécifiques, encadrés pour les personnes qui ont des revenus modestes. Deuxièmement, moi, je veux réaffirmer mon attachement à la sécurité sociale, et plus la sécurité sociale prend en charge, mieux c'est. Mais il y a une réalité qui est qu'aujourd'hui, les soins, les remboursements sont partagés, et comme si nous voulons pouvoir couvrir davantage de remboursements, nous devons accepter qu'il y ait aujourd'hui, en tout cas, des remboursements par des mutuelles de façon très encadrée et précisée. De ce point de vue-là, nous avons mis en place la mutuelle obligatoire pour les salariés, mis en place des tarifs sociaux spécifiques pour les personnes en situation difficile avec l'aide à la complémentaire santé. Et je crois que nous devons progresser en définissant pour les jeunes, les chômeurs et les personnes âgées des contrats qui soient des contrats favorables. Je rappelle qu'en France, 95-96% des Français ont une complémentaire santé et donc il faut que cette complémentaire soit de bonne qualité. Je termine en disant que sur les dents, par exemple, j'ai commencé à engager une politique
qui consiste à davantage faire rembourser les soins de base par dits conservateurs, par la sécurité sociale et limiter certains tarifs qui étaient trop élevés, notamment pour les prothèses. Et nous devons pouvoir aller au-delà. Dans le programme que je soutiens de la majorité présidentielle pour cela, il y a la volonté d'aboutir à une prise en charge à 100%, avec des tarifs définis évidemment, pour les soins optiques et les soins dentaires. Et j'y rajouterai pour ma part les audioprothèses. Parmi les mesures qui ont été engagées par le précédent gouvernement, il en est une qui avait pour avantage de faciliter les finances des ménages, mais qui visiblement fait un peu donne des oppositions du côté des professionnels de santé. Je veux parler du tiers payant généralisé. Si vous êtes élu, que ferez-vous vis-à-vis de ce tiers payant généralisé? Le maintiendrez-vous ou imaginez-vous autre chose? En imaginant que, pour l'instant, on est dans le même système, c'est-à-dire qu'il y a un partage des prises en charge des soins par le régime obligatoire et le régime complémentaire. Bien entendu, on n'est pas encore dans le 100% sécurité sociale, c'est le cas aujourd'hui. Bon, pour moi, le tiers payant généralisé génère pour les professionnels de santé beaucoup d'implications, beaucoup de travail. Donc on ne peut pas, dans le même temps, pour moi, demander à un professionnel de santé d'assumer un rôle de secrétariat, comptabilité et un rôle de soignant. Donc, redonnant aux soignants la place de soignant, c'est-à-dire il est là pour soigner la personne, être le plus efficace possible, le plus efficient possible, et laissons tout ce qui est papier, tiers payant généralisé, etc., une place pour le secrétariat. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut complètement redéfinir le métier en disant, voilà, il y a une partie qui est une partie secrétariat qui incombe à un problème administratif, et après, tout ce qui est soin qui doit être fait par le professionnel de santé. Il y a un autre problème par rapport au... Enfin, je pense, moi, par rapport au tiers payant généralisé, c'est que tout ce que l'on a entendu tout à l'heure, par exemple pour la sécurité sociale qui est remboursement à 100% intégral, enfin bon, etc. Alors donc on a les mutuelles. Mais dans tout ça, la liberté. La liberté, il faut aussi quand même une certaine liberté de choix. Et où plaçons-nous la liberté de choix de chacun? Ça, c'est aussi une question importante. Et pour le tiers payant généralisé, moi pour en avoir parlé quand même avec beaucoup de professionnels de santé, notamment avec des médecins, ils disent mais on ne se retrouve plus dans notre métier. Avec le tiers payant généralisé, on ne se retrouve plus dans notre métier. Voilà. Merci. Docteur, là. Oui, donc cette mesure du tiers payant généralisé était d'une part parfaitement illégale, du même niveau que quand Madame Royal proposait de mettre les autoroutes gratuites le dimanche, et pourquoi pas de décréter les croissants gratuits le dimanche pendant qu'ils y sont. Il se trouve que ce sont des professionnels qui produisent le soin, et la liberté de l'État de décider de quelle façon on va les rémunérer et les obliger à des partenariats avec des tiers était tout à fait illégal, et heureusement le Conseil constitutionnel, Madame, vous a retoqué là-dessus. Il est clair que les professionnels de santé perdaient 6 à 8 euros par consultation, qui sont déjà à un taux absolument dérisoire de 23 euros, parce que c'est ce qu'il fallait pour payer quelqu'un, pour courir après les parts mutuelles auprès de plus de 600 organismes complémentaires. C'est une honte de proposer cela, Madame. Si vous aviez connu et compris ce que c'était que la médecine, vous n'auriez même pas essayé. Nous avons été beaucoup à nous demander pour quelles raisons vous faisiez une telle fleur à la mutualité de lui confier finalement pieds et poings liés les soignants de proximité. Certains se sont interrogés pourquoi également vous refusiez que des députés obtiennent les comptes précis de fonctionnement de la mutualité, et toutes les interrogations et toutes les hypothèses ont circulé, Madame. C'était donc pas seulement une mesure maladroite mais illégale qui a prouvé que vous n'y compreniez rien et que probablement c'était une mesure de corruption.
attendez, là vous êtes proche de la diffamation, Oui. monsieur. Mais madame, Donc, j'en vous êtes rendrai proche de la compte. diffamation. J'en rendrai Donc là, compte. non, là, Je vous invite à me demander d'en rendre compte au tribunal. S'il vous plaît. Non, mais Nous avons dites des les arguments. choses Attendez. Nous les avons choses des précisément. arguments. Monsieur De Crotte. Sinon le débat va s'arrêter C'est très une vite. honte. Monsieur De Crotte, s'il vous plaît. Je demande des réponses à des questions. On n'est pas dans les attaques de personnes, s'il vous plaît. C'est pas une attaque, c'est de la Monsieur diffamation. Lebert. Madame, Monsieur je Lebert. vous Quand on invite. parle de corruption, Je c'est donne de la la parole à diffamation. Monsieur Lebert. Le point est jeté. Monsieur De J'attends Crotte, j'ai donné la parole à votre Monsieur convocation Lebert. au tribunal. C'est la conforme à Dupont-Montagnan, c'est Non mais, exactement pareil. s'il vous plaît. Monsieur Lebert. Pour notre part, on Essayez est... de faire raccourci quand même si vous voulez qu'on termine très tôt, parce que je souhaiterais qu'on termine à 12h15. J'ai encore 2 questions importantes à vous poser à chacun, donc si vous pouviez faire bref. Pour notre part, on est très favorable à la mise en place du tiers payant. Comme je vous l'ai dit, en charge du centre municipal de santé à Saint-Pierre-des-Corps, pour nous c'est de longue date que nous l'avons mis en place et nous le défendons. Nous répondons à une population fragile qui a parfois du mal à accéder aux soins. On a d'ailleurs dans les statistiques bien vu ce recul qu'il peut y avoir. Pour répondre brièvement, vous Sur maintenez, l'accès aux soins. vous maintenez Je le tiers maintiens payant et le vous tiers payant. l'amplifiez même dans Et je d'autres domaines. l'amplifie dans j'imagine. ce que je disais juste avant, le développement des centres de santé, dans la mesure où là on pourra avoir un ensemble de secrétariats qui pourra prendre en charge ces choses. Madame Lebert. Non, c'est bon. Pardon, Madame Pelletier. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis confus. Madame Pelletier. Donc, mais je suis un peu plus proche aussi de ce qui a été dit aussi. Parce que c'est vrai que des personnes qui ont moins de moyens ont besoin de pas forcément avancer ce tiers payant. Et c'est vrai qu'il faut absolument des secrétariats pour que les docteurs aussi, que les professionnels de santé ne soient pas noyés dans la paperasserie et qu'ils qu'il y ait que les soins à faire, qu'ils aient du temps avec le patient, du temps du dialogue. Voilà. Madame Oconi. Oui, tout d'abord Pour la brièveté de votre temps. Tout d'abord, pour répondre à la critique de Madame la ministre sur le manque de propositions, un député ne peut pas avoir la connaissance sur toutes les thématiques qui sont abordées au sein de l'Assemblée nationale. Je vais me spécialiser dans ce qui est mon domaine, c'est-à-dire l'agriculture, la ruralité et l'économie. Et je laisserai à mes collègues, Philippe Vigier, lui-même médecin, je laisserai à Hervé Moret, lui-même médecin, tout le loisir de me conseiller et de me donner votre ressentiment à vous. voilà. Alors, pour ce qui concerne mon ressentiment à moi, je suis sur cette ligne-là, exactement sur la ligne de M. Macron, notre président de la République, et de son Premier ministre Édouard Philippe, et de la ministre de la Santé, qui par ailleurs est médecin. Et je considère, mais d'ailleurs comme l'ont indiqué le syndicat des médecins libéraux, le SML, et ensemble avec la Confédération des médecins de santé, ces 2 syndicats ont indiqué combien ce tiers payant généralisé participait à la fois à alourdir la tâche des médecins au détriment du temps qu'ils passaient avec les patients, premier sujet. Deuxième sujet, Madame Pelletier, il existait déjà le tiers payant social qui permettait aux plus modestes, effectivement, d'avoir accès au tiers payant dans sa totalité. Et troisièmement, objectivement, je pense que ça déresponsabilise les Français que d'avoir le sentiment que c'est gratuit. Voilà. Donc je suis évidemment totalement en phase avec Monsieur le Président Macron sur l'idée qu'il faut revenir sur cette idée-là pour travailler sur le sujet. Oui, moi je défends évidemment le tiers payant et je crois que c'est typiquement le genre d'idée qui pourrait rassembler. Et moi dans mon bureau, il y avait des femmes, des hommes de droite, des élus de droite, des professionnels de santé qui me disaient mais c'est évidemment une bonne idée, on n'a pas besoin de faire de l'idéologie autour de ça, ça fonctionne dans les cliniques privées, ça fonctionne dans les pharmacies, ça fonctionne dans tous les pays européens. On ne voit absolument pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas en France. Et ils sortaient de mon bureau en disant c'est un scandale, etc. Eh bien moi, je pense qu'on doit pouvoir travailler autrement. Et je suis convaincue
que le tiers payant s'imposera comme la carte vitale s'est imposée. Il y a un peu moins de 20 ans, il y avait une fronde, si j'ose dire, contre la carte vitale. C'était compliqué, c'était difficile. Aujourd'hui, on n'imagine plus aller chez le médecin sans mettre sa carte vitale. Et le tiers payant, c'est simple, puisqu'il n'y a pas 600 interlocuteurs de mutuelles ou de complémentaires santé désormais. Il y a un interlocuteur unique qui ensuite dispatche par derrière. Et donc pour le médecin, il met la carte vitale et tout de suite, les conditions du tiers payant se mettent en place. Et je veux rassurer ou contredire la candidate de la cohabitation. Le président Macron a indiqué que le tiers payant était une bonne démarche et que la manière de le mettre en œuvre pouvait être réfléchie, mais que c'était une bonne démarche. Non, 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 il faut Alors, regarder son on va- programme, il veut le remettre en cause. Non, non, pas du tout. Bien sûr. Rebondissons sur la place des complémentaires Je santé. précise que dans le cadre d'une exonération du ticket modérateur pour les soins de proximité, de premier recours, le syndicat que je représente aussi, MG France, est pour aussi développer et faciliter le tiers payant. Madame, notre opposition au tiers payant était uniquement sur la faisabilité qui était intenable sur les modalités que vous aviez mis en place. Ce qui montre que vous ne connaissez pas le terrain, madame. Chacun s'est exprimé, monsieur le docteur, s'il vous plaît. Je vais faire mes deux prochaines questions en une seule. C'est la place des complémentaires santé, la complémentarité entre les complémentaires santé. Je précise bien les complémentaires santé, c'est-à-dire que j'inclus l'ensemble des organismes qui sont complémentaires, assurance, mutuelle et organismes de prévoyance. Et donc, quelle articulation entre le régime obligatoire et le régime complémentaire? Et dans le même temps, comment percevez-vous les conventions que passent les mutuelles, là du coup, avec des professionnels de santé pour réduire le reste à charge des mutualistes? Donc là, on pourra parler de prévention, parce que je vois pas... Et la prévention, c'est juste à la fin, c'est juste après. Parlons à ce moment-là. Mettons la prévention en même temps, si vous voulez, il n'y a aucun problème. Madame Passy. Donc, pour ce qui est des complémentaires santé, il y a eu un effort, on sent maintenant que les caisses principales et les complémentaires santé ont des relations vraiment de très bonne qualité et il y a vraiment la possibilité d'avoir un remboursement effectivement à 100% si on inclut la caisse principale et sa caisse complémentaire. Après, il est vrai que pour les personnes elles-mêmes ne savent pas toujours si elles sont bien assurées. Quelquefois, avec les complémentaires obligatoires, il y a des foyers qui se retrouvent avec des doubles complémentaires. C'est-à-dire qu'on a une complémentaire obligatoire pour le mari, on a une complémentaire obligatoire pour l'épouse. Ça arrive quand même très régulièrement. Il y a également... Si je peux me permettre, la loi permet dans ce cas-là Oui. de ne pas avoir l'obligation des deux. Tout à fait, ça permet complètement, mais beaucoup de personnes ne sont pas informées de ce fait. Donc, ils se retrouvent avec deux complémentaires. Bon, c'est vrai, quelquefois, sur le budget global du foyer, ça n'influence pas complètement. Ce qui pourrait être quelque chose d'important, c'est de réunir toutes les mutuelles dans un seul... On parlait tout à l'heure de la téléphonie, enfin de l'accessibilité par Internet, etc. Je pense que si on pouvait avoir un concentrateur global de toutes les mutuelles, ça réglerait certainement de la rapidité. On aurait une réactivité certainement plus importante de ce phénomène. Puisqu'on voit bien maintenant avec le dossier médical partagé, par exemple, ou le dossier pharmaceutique partagé, on voit qu'il y a une réactivité très importante. Donc on pourrait supposer qu'on ait cette même réactivité avec les mutuelles complémentaires. Pour ce qui est donc de la prévention, je vais en dire quelques mots. Et la prévention pour moi, tout réside là-dedans. On parle de la prévention santé, qui va depuis les mamans, enfin bon, la maternité, et avant même, pendant la grossesse, etc. Et jusqu'au 3e âge. Et c'est très important de former, et de former à partir de l'école. Parce que ce sont les enfants qui sont les plus attentifs
à ce qu'on va leur dire pour la vie future. Et après, si les enfants ont bien compris cette importance qu'il y a dans la prévention, ils peuvent également être porteurs auprès des parents et auprès des grands-parents. On confie aux enseignants le soin de la prévention en santé. Moi, je pense que c'est très important. Pas forcément Non, mais peut-être les je pose la enseignants question, qui hein. ont beaucoup de travail par ailleurs, hein, puisqu'ils sont là pour ça. Mais puisqu'on parle quand on fait dans les centres de loisirs, etc., là, à ce moment-là, on pourrait penser qu'on va avoir un moment dédié à la prévention et à l'information santé. Bon. Parfait. Merci. Monsieur De Croo. La prévention est bien sûr le parent pauvre. Depuis 40 ans, le système de santé est piloté. Je crains qu'il ne soit pas tout à fait piloté par les politiques, mais par les groupes de pression hospitaliers, pharmaceutiques, les mutuelles. Et de ce fait, quand la santé, quand le ministère décide de faire de la prévention, il s'agit d'écouler du vaccin antigrippal. Non, Madame la Ministre, la prévention, ça ne peut pas s'arrêter là. Il y a, et votre prédécesseur également, qui a été 12 ans lobbyiste de l'industrie pharmaceutique, les politiques de santé ont été décidées pour les acteurs et en fonction des groupes de pression, et au lieu que les politiques s'occupent d'équilibrer les différents groupes de pression et laissent aux professionnels une capacité de survivre dans ce système, eh bien, en ouvrant grand la porte aux exigences des groupes de pression, eh bien, Madame Touraine, des professionnels, il n'y en aura plus. C'est exactement ce que l'on constate. Donc la mutualité, je suis parfaitement pour que la mutualité s'investisse, à la condition que les comptes de la mutualité soient effectivement transparents. Monsieur, vous ne financez pas, nous vous donnons de l'argent et vous nous le rendez. Et nous avons besoin de savoir très précisément la façon dont vous l'utilisez, parce que vous ayez des stratégies de développement, c'est une chose, mais qu'elles deviennent prépondérantes dans les comptes de certaines mutuelles, c'est inacceptable. Donc j'attends que les mutualités financent effectivement, c'est-à-dire restituent à ceux qui cotisent les soins pour lesquels ils ont cotisé, et que la Sécu arrête de financer à 100% ceux qui sont en ALD et qui cotisent pour des mutuelles absolument à fond perdu, ce qui fait des bénéfices bruts. On a une ALD, on n'a pas une ALD pour tout, monsieur. Oui, je sais, madame, Monsieur je suis médecin, je suis au courant. Je suis au courant. 9 fois sur 10, tout passe dedans. J'aimerais qu'à un moment, on évite de dire mutuelle à la place de complémentaire. Parce que c'est l'ensemble des complémentaires. Tout à fait. Monsieur Lebert. Moi, en termes de complémentaires, c'est voilà ce que je disais tout à l'heure. On est pour un accès à 100%, enfin pour un remboursement à 100% par la sécurité sociale. Donc pour moi, le problème est réglé dans ce sens-là. Moi, il y a un débat sur lequel je voulais aller, c'était sur les problèmes de fiscalité sur les personnes en perte d'autonomie, qui sont ça touche 280 000 personnes aujourd'hui, qui sont principalement soutenues par des aidants. C'est un cas que connaît bien Madame Touraine, qui aujourd'hui, donc quand ils sont aidés par des aides-soignants, sont défiscalisés à hauteur de 50% jusqu'à hauteur de 10 000 euros. Quand ils accèdent, quand ils ne sont plus en capacité, quand les aidants ne sont plus en capacité de les maintenir au domicile, ils accèdent à des établissements spécialisés, et dans ce cas-là, la défiscalisation est bien moindre, puisqu'elle va jusqu'à 25%, jusqu'à hauteur de 2 500 euros. Donc voilà, moi j'aimerais qu'on fasse un effort à ce niveau-là aussi, et pour toutes ces personnes qui sont vraiment dans une grande difficulté. Merci. Madame Pelletier. Alors, moi, j'aimerais aller sur un petit peu un autre terrain, finalement, de tout ce qui est prévention. Parce que, finalement, la prévention, moi je dis, elle est bien en amont Après, quand on est malade, quelque part, on est malade. Et donc, moi, je veux porter aussi beaucoup tout ce qui est alimentation saine. C'est-à-dire qu'on va essayer aussi, nous agriculteurs, eh bien, il faut diminuer de plus en plus tout ce qui est produits phytosanitaires. Il faut aussi... La prévention passe par les comportements citoyens et des professionnels en même temps. Bien sûr, bien sûr. Il y a tout ce qui est perturbateur endocrinien.
C'est-à-dire que le 30 mai, là dernièrement, eh bien, il y a eu un vote au niveau de l'Europe et donc ça n'a pas été retenu parce qu'il y avait une classification des perturbateurs endocriniens et on a bien senti aussi que parfois les lobbies, ben, ils sont là et donc ça nous empêche aussi d'avancer. Mais il en devient aussi de la santé de tous. Donc il faut que tout ce qui est politique monte au créneau pour essayer justement de stopper tout cet appareil qui fait que on cache les problèmes aux gens. Et d'être malade, voilà, c'est pas une fatalité. Il y a de plus en plus de cancers. Ce que je voulais dire aussi, c'est tout ce qui est la prévention au niveau du monde agricole. Parce que bon, en tant qu'agricultrice, je veux faire entendre aussi un petit peu cette parole-là aussi. Chez les agriculteurs, il n'y avait jamais de burn-out. Maintenant, il y en a des burn-out. Et pas chez les agriculteurs, bien sûr, hein, chez beaucoup de gens qui exercent une profession jusqu'au bout. Et il y a le suicide des agriculteurs. Et là, toute cette prévention, il faut qu'on la prenne vraiment, vraiment en charge. Et je veux dire aussi, par rapport aussi à la médecine du travail. La médecine du travail, nous agriculteurs, une fois tous les 7 ans. Donc on cotise quand même pour une médecine du travail. Il n'y a sans doute pas de moyens puisque on est vu une fois tous les 7 ans. Et aussi, vous développeriez la médecine du travail. La médecine du travail. Que ce soit auprès des agriculteurs voilà. D'ailleurs que de la population globalement. Oui, voilà, oui, tout à fait, bien sûr. Je porte le milieu agricole, mais je porte aussi le milieu urbain, le milieu ouvrier, etc. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a aussi un poids des lobbies et qui est pas forcément, qui s'invite à plein de sujets nous concernant. Et donc ces lobbies aussi, il y a aussi des médecins du travail qui ont été stoppés dans leur élan, bafoués. Et il y a des gens ici qui sont pour le soutien de Dominique Huez. Voilà, qui a été aussi remercié, refoulé, alors qu'il portait, je pense, il faut que la médecine soit indépendante, que les professionnels de santé et que les médecins du travail soient indépendants et qu'ils n'aient pas la chape de plomb qui leur pèse pour étouffer les problèmes. Le problème de la médecine du travail, dont les cotisations, dont les ressources viennent des cotisations des entreprises en fait. Madame Oconi. Alors moi, je veux reparler aussi de la prévention parce que je pense que c'est un point crucial et que la politique de prévention aujourd'hui n'est pas assez ambitieuse. Elle doit avoir lieu effectivement au sein des établissements scolaires, qu'ils soient les écoles primaires, mais aussi les collèges et les lycées, sur tous les sujets qui concernent notamment les enfants, mais aussi les adultes. Et ce ne sont pas les professeurs qui doivent intervenir sur cette thématique-là, mais bien les professionnels. Et il y a dans un certain nombre d'activités, par exemple dans le domaine des problématiques dentaires, il y a des syndicats qui interviennent dans les collèges, dans les écoles primaires et aussi dans les lycées pour expliquer la démarche d'hygiène de vie à avoir pour éviter d'avoir des problèmes dentaires assez rapidement. De la même façon, il faut qu'on ait ce type de démarche par des professionnels au sein des établissements. Je parle par exemple de l'obésité. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont obèses de plus en plus du fait à la fois d'une mauvaise alimentation, mais aussi d'une sédentarisation des mômes après l'école. Je pense qu'il faut là-dessus aussi qu'il y ait une intervention dans les écoles. On ne peut pas regarder cette courbe de l'obésité en France augmenter sans avoir une action auprès de nos petits. Troisième chose, pour la prévention toujours, la prescription médicale du sport. Mais combien de pays dans l'Union européenne prescrivent du sport comme un traitement utile à des problèmes de santé? Alors, bien sûr, on en a parlé, bien sûr, il en a été question, mais aujourd'hui, concrètement, c'est le laboratoire pharmaceutique qui
a sa place dans les cabinets médicaux, beaucoup plus que la prescription médicale du sport. Sur la ville de Tours, une expérimentation a été lancée. Sur la ville de Strasbourg, une expérimentation a été lancée. Et j'ai le sentiment que ce sont des politiques qu'il faut que le gouvernement porte et incite de la part du monde médical. Pour ce qui concerne les complémentaires, très objectivement, c'est un domaine que je connais moins. Je pense que ce qui a été dit est satisfaisant en termes de réponse et je n'aurai rien d'autre à rajouter. Merci. Madame Touraine. Sur la prévention, je suis heureuse d'apprendre à Madame Oconi que la prescription de sport, d'activités sportives, est désormais prévue par la loi. C'est moi qui l'ai fait voter. Et donc les médecins peuvent prescrire une activité sportive et il y a le début de cotation, le début de prise en charge, y compris pour ces activités. Donc c'est un point au moins sur lequel vous saluerez l'action que j'ai engagée. C'est vrai que quand on parle prévention, on parle souvent lobby. C'est-à-dire que pour mettre en place la prévention, il faut être capable de lutter contre les lobbies. Et les lobbies, je sais ce que c'est, parce que je les ai rencontrés sur mon chemin. Je les ai rencontrés sur la politique de lutte contre le tabac, qui tue plus de 70 000 personnes chaque année, comme si on restait indifférent au fait que des jeunes, des moins jeunes, meurent parce qu'ils ont fumé. La qualité de l'alimentation et l'obésité est une préoccupation. L'obésité est moins importante en France que dans d'autres pays, mais néanmoins, il y a une augmentation et malheureusement, on constate qu'un enfant d'ouvrier a 5 fois plus de risques d'être obèse qu'un enfant de cadre. Il faut donc mettre en place des actions résolues à l'école. Les premiers pas ont été faits, je n'y reviens pas. Et puis, je me suis fortement mobilisée, je crois qu'il faut poursuivre, pour la mise en place d'un logo nutritionnel. Et là aussi, j'ai rencontré les lobbies dans différents secteurs, mettre un logo nutritionnel pour indiquer la composition des produits et permettre aux consommateurs de choisir de manière plus simple, de comparer les produits. C'est l'Europe qui accompagne cela maintenant et je crois que c'est un point important. Et puis enfin, pour uniquement donner un exemple, troisième sujet qui m'a beaucoup mobilisé et je sais que cela en mobilise d'autres et vous mobilise en particulier, les perturbateurs endocriniens. Des lois ont été votées, il faut aller au-delà. C'est vrai que l'Europe aujourd'hui a une position qui est trop restrictive et la France ne peut pas admettre la définition des perturbateurs endocriniens qui est proposée par l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle nous avons, avec Ségolène Royal, bloqué les décisions qui étaient proposées au niveau européen au cours des années passées. C'est d'ailleurs une politique qui se poursuit puisque le 30 mai dernier, donc il y a 2 jours ou hier, ça a été de nouveau un échec parce qu'on ne peut pas accepter ce qui est proposé, mais des actions ont été portées à l'échelle européenne et puis avec des lois concrètement, par exemple pour que le bisphénol A ne puisse plus figurer ou être incorporé dans les contenants alimentaires. C'est un point important parce qu'on ne peut pas ignorer certains cancers, des maladies de la reproduction, des maladies de la puberté et tout cela doit nous interpeller. Je vous remercie tous. Alors, je vais passer 2 minutes la parole aux gens du public en ayant une exigence absolue, c'est qu'on n'est pas dans l'invective, on n'est pas dans l'insulte ni quoi que ce soit, on est dans l'interrogation, le questionnement en direction des candidats. Oui, je vous remercie d'avoir exposé vos différents points de vue. Je voudrais d'abord dire au médecin qui a dit que la consultation était à 23 €, je pense qu'elle a été portée à 25 € par décret juste avant les élections. Après, Voilà, c'est une augmentation c'est qui une est précision. après le départ de Mme C'est une Touraine. précision pour la Elle n'a pas assumé d'augmenter les soins de proximité. Je suis au courant, figurez-vous. C'est une précision pour la clarté des débats. Une petite question très locale qui est sur l'accès aux soins et les maisons pluridisciplinaires de santé. Il y en a une à Descartes, je suis de Descartes, et la maison de santé est en train de s'agrandir. À Descartes, il y a un dentiste pour un bassin de population d'environ 6 000 habitants.
il y a un dentiste, qui est secteur 1 et qui d'ailleurs au passage fait régulièrement du dépassement d'honoraires, comme quoi ce n'est pas forcément un critère. Il était prévu initialement qu'il y ait un dentiste, qu'un cabinet de dentiste soit dans l'agrandissement. Pour ça, il fallait qu'il y ait un praticien qui contractualise avec la maison de santé. Ça ne s'est pas fait, ce qui fait que l'agrandissement se fait sans dentiste. On est une association citoyenne et on a distribué aux Descartois un questionnaire, entre autres, sur l'offre de soins et quel praticien manquait. Arrive en tout premier, à 40% des répondants, un dentiste. Donc c'est bien de faire des maisons de santé, mais si c'est faire des murs et qu'il n'y ait pas à l'intérieur les praticiens dont ont besoin les gens, ça pose un problème. Et moi, ce qui m'interroge, c'est comment se fait-il que la communauté de communes, puisque c'est elle qui a en charge, et Madame Pinson aujourd'hui, a en charge ces affaires-là, ne se soit pas dit on crée le cabinet de dentiste et le jour où il y en aura un qui se présentera, on lui dira, ben voilà, le cabinet est là, vous n'avez plus qu'à vous installer, parce que si demain il y en a un qui s'installe, qui veut s'installer, il fait comment? Ben, il fait comme un médecin isolé qui va se... Voilà. Donc c'est ça ma question principale, c'est les maisons de santé c'est bien, mais l'offre qui est à l'intérieur, est-ce qu'elle répond aux besoins? Vous avez pris la réponse est dans votre question, évidemment, que ça ne correspond pas à l'attente des patients et des habitants des secteurs où ils sont implantés. Et c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure qu'il fallait... Oui, c'est la raison pour laquelle tout à l'heure j'ai fait une proposition en disant qu'il fallait que nous regardions avec beaucoup plus de courage et d'ambition comment est-ce qu'on empêche finalement des médecins d'aller là où ils sont déjà en surreprésentation. Et c'est des secteurs géographiques très bien analysés. Et inciter ensuite ces médecins, les jeunes médecins, alors il y a des moyens qui ont été donnés, mais il faut aller beaucoup plus loin là-dessus parce qu'effectivement, au-delà de l'existence de 4 murs, il faut que nous trouvions la bonne politique pour que ces hommes et ces femmes viennent s'installer. L'histoire de l'aménagement de notre territoire est aussi un véritable sujet. Nous avons des réseaux ferroviaires vieillissants qui ne correspondent pas en cadence aux attentes des citoyens. Nous avons un maillage de routes qui n'est pas satisfaisant. Ça veut dire... Oui, mais si, parce que... Ça veut dire que dans un premier temps, si nous avions une meilleure qualité de vie et d'accessibilité à ce territoire, nous aurions plus facilement de cadres. On l'a pas. Et les époux, il faut savoir, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule, lequel on met en premier, lequel... Si vous n'avez pas les infrastructures et les équipements adaptés... Je tiens à répondre à monsieur. Bien sûr, c'est très tentant de décider d'affecter les professionnels de santé libéraux. C'est-à-dire, on leur dit, les tarifs des soins que vous pratiquerez de façon obligatoire quand vous êtes secteur 1, et autrement il y aura beaucoup de contraintes, eh bien, ils sont 2 à 3 fois inférieurs aux tarifs des soins dans tous les autres pays de l'OCDE, monsieur. Il n'y a que en Tchécoslovaquie où ils sont un petit peu en dessous. Mais vous l'avez dit déjà. Donc, ne pas leur donner les moyens de soigner et après ça, les affecter comme si c'était des fonctionnaires. Mais monsieur, il faut décider. Alors, il faut fonctionnariser les médecins. C'est ce que demandent les jeunes. Ils seront fonctionnaires. Eh bien, ce que vous dites, c'est ils doivent venir. On doit les forcer, mais ils restent libéraux et on ne leur donne pas les moyens de travailler. Bon, eh bien, ça ne tient pas debout, monsieur. Vous n'aurez personne. On va arrêter là pour ce matin. J'imagine bien, mais... allez rencontrer les candidats là où ils ont effectivement des réunions, n'hésitez pas. Mais on ne peut pas non plus prolonger le débat. C'est dommage qu'ils voudraient faire aujourd'hui ce qu'ils n'ont pas été capables de faire hier. C'est quand même là le problème. Sous Sarkozy, ils y étaient, la droite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Non, mais... Monsieur, tant que les Français... Vous en faites partie aussi. Moi, je commence en politique et je suis un homme de terrain. Vous ne serez jamais élu comme vous êtes là. Tant que les Français continuent à voter pour ceux qui ont enfoncé l'ornière... Juste sur la question très rapide. La question très d'actualité qui a été posée de Dominique Ruess, parce qu'elle est d'actualité, qui est en ce moment en procès.
le problème qu'il pose, c'est que est-ce qu'il est normal qu'une entreprise puisse faire appel devant le Conseil de l'ordre du diagnostic d'un médecin qui a diagnostiqué une maladie professionnelle du type du management, etc. Est-ce que c'est normal? S'il s'agit d'un texte, c'est juste un texte réglementaire, il y a un mot à changer, et ma question c'est, est-ce que vous pensez qu'il est normal qu'un chef d'entreprise puisse aller devant le Conseil de l'ordre attaquer le diagnostic d'un médecin? C'est facile, c'est oui, non? Je ne sais pas de quel texte il s'agit, donc présenté comme ça, la réponse est forcément non. Mais donc, Ça fait un peu l'occasion de rencontrer le docteur Bez, et effectivement c'est inadmissible ce qui lui arrive sur son secteur. Je vais remercier l'ensemble des participants. Je regrette que les participants n'aient pas donné leur étiquette. C'est un peu dommage. on l'a fait au début, madame. Ça a été dit au début de la... Mais vous allez être quand bientôt chacun s'est assis. présenté. Non. Merci. Moi, je suis Merci à vous. Très bien. Non, non.